Comment redonner vie à une terre marquée par la peur, jusqu'à en faire le symbole d'une renaissance mondiale? Cette question brûlante d'actualité résonne bien au-delà des frontières du Burkina Faso, dans chaque région du monde où la violence, le déracinement et la perte ont laissé place au silence. Au Burkina Faso, la transformation ne passe pas par des frontières déplacées, mais par le retour de la vie là où elle s'était éteinte. Ici, la guerre n'a pas effacé les villages. Ce sont les familles, les éleveurs et les cultivateurs qui, chaque jour, affrontent la peur et reconstruisent à force de persévérance. Il y a quelques années, plus de 2 millions de personnes avaient tout quitté. Les marchés étaient en désert, les écoles fermées, les puits abandonnés. La vie n'était plus qu'attente, silence et crainte permanente. Mais aujourd'hui, le silence s'est brisé. Il résonne des voix d'enfants, du ronronnement des pompes à eau, du pas des troupeaux retrouvant les pâturages. Prenons l'exemple du village de Harbinda, au nord du pays. Il y a 3 ans, il ne restait là que quelques maisons éventrées, des toits effondrés et une école dont les portes étaient barrées. Aujourd'hui, grâce à la mobilisation des habitants et au retour progressif de la sécurité, la cloche de l'école sonne à nouveau. Les enfants, autrefois réfugiés à des centaines de kilomètres, reprennent le chemin des classes, sacs en bandoulière et sourires timides. Ce ne sont ni les discours officiels, ni les analyses bras distance qui changent le destin d'un pays, mais les gestes ordinaires. Une mère qui franchit à nouveau la porte de l'école, un ancien chef de village qui rouvre sa maison, un marché qui renaît sous la vigilance collective. Ibrahim Traoré, chef de la transition, ne promet pas de miracle. Son pari est simple. La paix est possible si chacun peut vivre sans craindre pour sa vie. Pourtant, tout tient à un fil. Au cœur de cette résilience se joue le sort d'un peuple. Retrouver la dignité, bâtir la souveraineté, ou risquer de retomber dans la peur et la dépendance. La moindre faille peut tout compromettre, car la menace n'a pas disparu. Ce modèle fondé sur le retour à la vie et non sur la seule force des armes peut-il inspirer d'autres nations? Peut-on vraiment reconstruire un pays en misant d'abord sur sa population, sur la force collective et la sécurité du quotidien? Pour mieux comprendre, souvenons-nous de l'histoire du Rwanda après le génocide de 1994. Là aussi, la Renaissance est passée par le retour progressif des populations déplacées, la reconstruction des écoles et l'appui à l'agriculture locale. Les résultats, bien que douloureusement acquis, offrent une source d'inspiration pour le Burkina Faso. Mais derrière chaque retour, une question persiste. Comment tenir face à l'incertitude? Et à quel prix la confiance renaît-elle quand la peur rôde encore? Pourquoi la sécurité, socle invisible, demeure-t-elle le pilier oublié de toute reconstruction durable? Sans elle, il n'y a ni retour de la vie, ni avenir possible. Au nord du Burkina Faso, l'absence de sécurité a tout balayé. Écoles fermées, villages abandonnés, marchés devenus muets. Pendant près de 10 années, ces terres ont été vidées de leur souffle. Les habitants ont fui la peur, laissant derrière eux leurs maisons, leurs champs, leurs rêves étouffés. La dignité et la confiance ont disparu avec eux. Ce vide n'est pas né du hasard. Des groupes armés affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique ont envahi des régions entières, imposant la terreur. Plus d'un tiers du pays s'est transformé en no man's land, où l'État n'était plus qu'un souvenir brisé. L'économie s'est effondrée, l'entraide évaporée, la vie suspendue à la peur. Pour comprendre la gravité d'une telle situation, il suffit de penser à la Syrie, où la disparition de la sécurité a provoqué l'exode de millions de Syriens, rendant toute reconstruction quasi impossible sans un retour préalable à la stabilité. Le Burkina Faso a su tirer les leçons de ce type de crise. La sécurité, loin d'être un luxe, en est le prérequis absolu. Face à ce chaos, les mots ne suffisaient plus. Le Burkina Faso a forgé une réponse en 2 temps, dictée par l'urgence et le pragmatisme. Première étape, une action militaire ciblée. Des unités mobiles ont été envoyées ouvrir routes et corridors, pour que l'aide humanitaire puisse circuler, pour que les familles osent rêver d'un retour. Il s'agissait de reprendre, centimètre par centimètre, le contrôle du terrain. Imaginons une équipe d'intervention arrivant dans un village coupé du monde depuis des mois. Leur première mission, sécuriser le périmètre, rassurer la population cachée dans la brousse, puis escorter les convois de vivres jusqu'à la place du marché. Ces scènes, qui se sont répétées des dizaines de fois dans le Nord et le Sahel, ont permis peu à peu à la vie de reprendre ses droits. Mais la deuxième étape est la plus cruciale. Il ne suffit pas de reprendre, il faut tenir. C'est la philosophie du « clear and remain ». Les forces de l'ordre s'installent durablement auprès des habitants. Elles écoutent, protègent, surveillant les tensions, reconstruisent la confiance perdue. Ce n'est plus une opération de passage, mais une promesse de présence.
Cette philosophie s'illustre aussi dans l'histoire contemporaine de la Colombie, où l'État a dû, après avoir chassé les guérillas, installer durablement police et services publics pour éviter le retour du chaos. Le Burkina Faso s'inspire de ces modèles, tout en adaptant sa réponse à la réalité sahélienne. Rester, c'est accompagner le retour des familles, répondre aux plaintes, apaiser les conflits. Rester, c'est protéger la vie quotidienne, permettre à une femme d'aller puiser de l'eau sans craindre, à un enfant de retrouver le chemin de l'école, à un cultivateur de semer en paix. Prenons le cas de la commune de Djibo. Autrefois assiégée, elle retrouve aujourd'hui un semblant de normalité grâce à la présence permanente de patrouilles mixtes gendarmerie-armée. Les habitants, d'abord méfiants, ont peu à peu renoué le dialogue avec les autorités et recommencé à organiser des foires agricoles. Cette stratégie marque une rupture nette avec le passé. Jadis, les interventions cessaient dès la victoire militaire. Aujourd'hui, elles cherchent à restaurer la vie. La sécurité n'est plus un enjeu militaire, mais la condition première du retour à la dignité. Les risques restent immenses. Si la sécurité ne s'installe pas dans la durée, toute tentative de redressement économique, social, humain échouera. Sans confiance, les populations ne reviendront pas. Le nord du pays restera alors une terre fantôme, vidée de sens. Le défi est colossal, mais l'enjeu dépasse tout. Il s'agit de permettre le retour à la vie, de transformer la terre reconquise en terre habitée, et surtout de rendre aux Burkinabés la fierté d'appartenir à leur sol. Mais derrière ce retour progressif, une question persiste. Comment réapprendre à vivre ensemble, à rebâtir l'économie et le tissu social quand tout a été brisé ? La deuxième phase, plus fragile encore, commence là où les armes se taisent. Que vaut la paix si la faim continue de ronger les ventres ? Peut-on vraiment parler de souveraineté retrouvée quand l'assiette reste vide ? Après la victoire sur l'insécurité, le défi le plus vital surgit. Nourrir, relancer et rendre l'espoir concret. Pour les Burkinabés, la première urgence, c'est de manger à leur faim. La sécurité a permis la réouverture des marchés, mais cela ne suffit pas. Il faut réveiller l'agriculture et moderniser 8 filières essentielles, du mil au lait, en passant par les fruits et la volaille. Derrière ces filières, il y a des chaînes de vie à reconstruire avec un objectif, créer 100 000 emplois, hausser de 11% la richesse agricole et pousser de 5% le produit intérieur brut national. Pour illustrer, citons l'expérience du village de Barsalogo, où la relance de la culture du sésame a permis à plus de 200 familles de retrouver une source de revenus stable tout en réintégrant leur communauté. Ce type d'initiative montre que la résilience passe par la relance de la production locale. Mais il ne s'agit pas que de chiffres, c'est une question de dignité. Pouvoir nourrir ses enfants sans dépendre des cargaisons d'urgence venues d'ailleurs. Pendant longtemps, des milliers de familles ont survécu grâce à l'aide alimentaire importée, souvent distribuée dans la précipitation. Aujourd'hui, le cap est fixé, sortir de cette dépendance, miser sur l'achat local et redonner confiance aux producteurs. Par exemple, les cantines scolaires se remplissent désormais des récoltes de maraîchers et des élevages locaux. Chaque repas servi dans une école devient un geste qui soutient directement les producteurs et renforce l'économie du pays. Le symbole est puissant. Chaque graine plantée sur une terre retrouvée est un acte d'appartenance, un refus de la fatalité. Semer, c'est dire que la vie reprend, que le destin n'est plus imposé de l'extérieur, mais se construit ici, par celles et ceux qui reviennent. Pour rendre cette dynamique durable, des coopératives agricoles ont vu le jour dans plusieurs provinces. Elles offrent des formations, fournissent des semences améliorées et facilitent la commercialisation des produits. Cette structure, inspirée du modèle coopératif du Kenya, aide à mutualiser les risques et à garantir des revenus plus stables pour tous. Pourtant, le défi reste immense. Sans sécurité alimentaire, tout progrès est précaire. La faim engendre l'angoisse et peut menacer la stabilité reconquise. C'est pourquoi la bataille agricole est aussi cruciale que celle du retour à la paix. C'est là que s'ancre la vraie renaissance, transformer l'espoir en réalité, rendre possible un avenir vivable, du nord au sud. Mais une question demeure, comment réveiller le patrimoine pastoral, si central à l'identité du pays ? Car pour que la terre revive, il faut aussi renouer avec les traditions élevées au rang de piliers. Voyons maintenant comment l'élevage s'impose, lui aussi, comme clé de cette renaissance burkinabé. L'élevage, longtemps menacé, retrouve aujourd'hui une place centrale dans la reconstruction. Explorer son rôle, c'est comprendre comment le pays peut consolider sa souveraineté et son identité. Reconstituer un troupeau, c'est rouvrir la porte d'un futur possible. Là où la violence a tout balayé, posséder à nouveau quelques vaches ou moutons signifie bien plus que survivre.
c'est retrouver une richesse tangible, une appartenance, une dignité. Grâce au kit de repeuplement, des familles déplacées reçoivent des animaux et des soins vétérinaires assurant leur santé et leur croissance. Ce geste modeste relance tout un cercle. Le lait nourrit les enfants, le fumier régénère les champs, la vente d'un animal permet d'acheter des outils ou de réparer un toit. Mais la véritable bascule vient de projets plus vastes. Dans le Nord, la construction d'un abattoir moderne et d'une chaîne du froid ouvre une nouvelle ère, une économie plus solide, capable de soutenir des dizaines de milliers d'emplois, du berger au boucher, de l'éleveuse au commerçant. Pour donner un exemple concret, le projet de Maison du lait à Waiguya a permis de structurer une filière laitière locale, créant plus de 300 emplois directs et améliorant la qualité du lait consommé dans la région. Cette réussite inspire aujourd'hui d'autres communes à investir dans la transformation locale des produits de l'élevage. Ce renouveau pastoral rayonne bien au-delà des propriétaires de bétail. Il réanime les marchés, multiplie les échanges et fait revenir l'espoir dans les villages où la peur avait tout figé. C'est un cercle vertueux, davantage d'emplois, de fertilité et de solidarité locale. Mais cette renaissance reste précaire. Sans de vrais filets de sécurité, un choc sécheresse, maladie ou nouvelle attaque peut tout ébranler et replonger des milliers de familles dans la précarité. Des dispositifs comme le revenu de solidarité universel, le programme d'appui à la modernisation du pastoralisme et la régie d'assurance maladie universelle deviennent alors les piliers invisibles de la reconstruction. Pour renforcer ces filets de sécurité, des mutuelles communautaires voient le jour. Elles permettent à chaque membre de cotiser une petite somme chaque mois et de bénéficier d'un soutien en cas de coup dur, qu'il s'agisse d'une perte de bétail ou d'une hospitalisation. Ce modèle déjà éprouvé au Niger fait ses preuves et rassure les plus vulnérables. Pourtant, les obstacles persistent. Lenteurs administratives, infrastructures à rebâtir, manque de transparence sur la gestion des aides. Chaque retard, chaque faille peut accroître la vulnérabilité de ceux qui tentent à peine de se relever. Ici, tout se joue sur un fil tendu. L'espoir renaît, mais il doit être protégé activement. Car au Burkina Faso, l'expérience l'a prouvé. Un troupeau ou un bâtiment ne suffisent pas à garantir l'avenir. Il faut des institutions solides, des communautés engagées et une confiance qui se reconstruit chaque jour. Ce retour progressif à la vie pose une question essentielle. Comment faire durer ce fragile équilibre et qui peut vraiment garantir que l'élan ne s'éteindra pas demain ? Qui détient le pouvoir de raconter l'histoire du Burkina Faso et pourquoi ce pouvoir réécrit la réalité ? Trop souvent, ce sont des voix étrangères qui imposent leurs récits. Des journalistes, des experts, des analystes, tous fascinés par les chiffres, les bataillons et les grandes manœuvres. Mais la vérité du Burkina Faso s'invente loin des projecteurs, dans la poussière des villages et les gestes quotidiens de ses habitants. La reconstruction n'est pas une promesse abstraite. C'est le retour, parfois après des années d'exil, de familles entières dans leur village. C'est la remise en marche de marchés oubliés, la réparation patiente de puits, la réouverture d'une classe sous un arbre, le frémissement d'un troupeau qu'on croyait perdu. Pour illustrer ce point, prenons l'exemple de la radio communautaire de Kaya. Chaque matin, des habitants y témoignent des avancées, des difficultés, des solidarités retrouvées. Ce média local, proche des réalités, contribue à donner la parole à ceux qui vivent la reconstruction au quotidien. Chaque geste compte. Puiser de l'eau sans craindre, semer du mil avec ses enfants, bâtir à nouveau une maison où la vie semblait impossible. Voilà la souveraineté vécue, à hauteur d'homme, loin des slogans. Ici, la dignité ne se réclame pas, elle se reconquiert jour après jour. Ce ne sont pas de grands discours qui renversent le destin, mais ces actions modestes. Rebâtir un toit, labourer un champ, organiser une journée pour ramener les déplacés, chacun de ces actes devient un défi lancé à l'effacement, un refus de disparaître. Le modèle du Burkina Faso n'est ni idéal ni figé. Il n'y a pas de miracle à copier. Il y a simplement une voie vivante, imparfaite, humaine, où chaque avancée s'arrache à la ténacité et à la solidarité du terrain. Quand les médias comptent dans des bataillons, ce sont les rires d'enfants, les marchés qui bruissent, les chants qui reverdisent, qui disent de la vraie victoire, celle d'un peuple qui refuse la disparition. Le vrai leadership ne se mesure pas à l'apparat, mais à la capacité de rendre la vie possible, là où tout semblait perdu. Chaque retour, chaque mètre carré repris, chaque famille réunie est un acte de souveraineté, souvent invisible, toujours décisif. Mais le danger existe. Si on laisse d'autres raconter l'histoire, ou si le récit reste prisonnier de discours politiques, les efforts des villages risquent d'être effacés.
Cela pourrait éroder la légitimité, semer à nouveau le doute, ouvrir la voie à la résignation. Reprendre la maîtrise du récit national devient alors vital. Il faut valoriser la reconstruction par l'action locale, donner la parole à ceux qui vivent la Renaissance, montrer le quotidien tel qu'il est. Ce sont eux les véritables acteurs du changement. Ce qu'il faut retenir, que la souveraineté s'écrit avec des actes, souvent modestes mais toujours décisifs. Que la dignité se lit dans le regard d'un enfant qui retrouve l'école, pas dans celui d'un expert. Et que chacun, en prêtant attention, peut contribuer à ce récit et participer ainsi à la reconquête de l'espoir. Mais cette renaissance fragile n'est jamais acquise. Reste à comprendre comment elle peut survivre à la prochaine épreuve. La résilience n'est pas une idée abstraite. Elle se façonne jour après jour avec celles et ceux qui refusent de céder au désespoir. Aujourd'hui, au Burkina Faso, la transformation s'incarne dans la poussière des villages, où femmes, hommes et enfants ont choisi de revenir vivre. Reprendre la houe, réparer un puits, rouvrir une classe, chaque geste humble réinvente l'avenir, loin des discours, au plus près de la terre. Pour donner une dimension pratique à cette résilience, des associations locales forment désormais les jeunes au métier de maçon ou d'artisan, leur permettant de participer directement à la reconstruction de leur village. En parallèle, des programmes d'alphabétisation accélérés permettent aux adultes de retrouver le chemin de l'apprentissage, indispensable pour s'insérer dans une économie moderne. Fermer les yeux sur cette histoire, c'est renoncer à la preuve que la dignité peut renaître là où tout semblait s'effondrer. Ici, la sécurité ne s'impose pas seulement avec la fin des armes, mais grandit dans la solidarité retrouvée, l'entraide, le bruit des marchés et le rire des enfants revenus. Derrière chaque sourire, une victoire silencieuse sur la peur. Ce récit n'est pas réservé à une poignée de héros, ni destiné à glorifier un pouvoir. Il appartient à tous, à chaque témoin, à chaque voix prête à le porter et à le partager. Car la renaissance d'un pays commence par la résilience quotidienne de son peuple. En honorant cette dignité retrouvée, nous devenons, à notre tour, des porteurs d'espérance. Refusons le fatalisme, choisissons de croire en la force tranquille de ceux qui rebâtissent, pas à pas. Le Burkina Faso offre une leçon universelle. La souveraineté ne s'impose ni par décret, ni par intervention étrangère. Elle émerge de la capacité collective à se relever, à reconstruire même après les pires tempêtes. Désormais, dans le Nord, ce ne sont plus les échos de la peur qui dominent, mais le rythme patient de la vie qui reprend, mètre après mètre. À vous qui regardez, ce récit est entre vos mains. Portez-le, partagez-le autour de vous. Chaque fois que l'on témoigne de la résilience africaine, on amplifie le courage de celles et ceux qui ont choisi de rester debout. Soyez vous aussi bâtisseurs d'espérance. Et si demain, une nouvelle crise survenait, quelles leçons retenir de cette renaissance burkinabé ? Premièrement, la sécurité reste la base. Sans la garantie de pouvoir vivre sans peur, aucun projet ne peut germer durablement. Il faut donc investir sans relâche dans la formation des forces locales, renforcer les liens entre police, armée et population civile, et développer des mécanismes d'alerte précoce pour prévenir les menaces. Deuxièmement, l'autonomie alimentaire doit devenir une priorité constante. Cela passe par l'irrigation des terres, la diversification des cultures, la création de banques de semences communautaires et la promotion de l'agroécologie. Le Burkina Faso, en multipliant les expérimentations dans ce domaine, montre la voie à suivre pour d'autres régions du Sahel. Troisièmement, il est essentiel de valoriser l'éducation et la formation professionnelle. Des écoles mobiles ont vu le jour dans les zones difficiles d'accès, accueillant chaque année des centaines d'enfants, tandis que des centres d'apprentissage offrent aux jeunes des alternatives concrètes à l'exil ou à l'oisiveté. Quatrièmement, la solidarité locale doit être structurée et encouragée. Les tontines, ces systèmes traditionnels d'épargne collective, prennent une nouvelle dimension en soutenant le financement de micro-projets agricoles ou artisanaux. Elles démontrent que la force du lien social peut rivaliser avec les plus grands programmes internationaux. Enfin, la capacité à raconter son histoire, à transmettre la mémoire des épreuves et des victoires, s'avère décisive pour forger une identité collective résiliente. Célébré dans les fêtes villageoises, le retour des déplacés ou la première récolte après l'exil, c'est affirmer que le peuple burkinabé n'est pas seulement survivant, mais acteur de sa propre renaissance. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler du Burkina Faso, souvenez-vous que derrière chaque statistique, chaque carte, chaque analyse, il y a des milliers de vies, de gestes, d'espoir et de lutte. Que le courage du quotidien, la ténacité des femmes et des hommes, peuvent, à force de volonté, transformer une terre meurtrie en terre d'avenir.
et si chacun de nous, à son échelle, s'inspirait de cette renaissance pour croire en la possibilité du changement, même dans les contextes les plus désespérés? Le Burkina Faso, à travers l'épreuve, nous montre qu'il n'y a pas de fatalité, que la vie, même brisée, peut renaître et devenir exemple pour le monde entier. À vous, désormais, de faire vivre ce récit, de le porter plus loin, pour que la lumière de la résilience burkinabé éclaire d'autres chemins de renaissance. Car, comme l'enseignent les sages du pays, tant qu'il y a